Je remercie Marianne. Effectivement, on a débordé un peu, mais c'est tellement complexe qu'il fallait se donner le temps de bien savoir de quoi on parlait, de bien comprendre les enjeux et les termes que nous allons manier toute la journée. On va essayer de choisir l'option que vous avez présentée, Marianne, du commun pour la suite de la matinée. Donc, je vais demander à notre invité de nous rejoindre, Eliane Crépel, qui est infirmière scolaire et citoyenne. Elle y tient. Elle nous racontera son expérience. Je vais demander ensuite, alors je les ai classés par ordre alphabétique, si je ne me suis pas trompé. Michel Duru, qui est chercheur à l'INRA, agronome. Ensuite, le numéro 3, Olivier Izard, qui est agriculteur et président de l'association des producteurs en agriculture biologique de l'Aveyron. Le 4, Pascal Novak, qui est responsable des marchés agricoles et services de la ferme de Figeac dans le Lot. Bruno Lyon, qui est directeur adjoint de la DRAF Midi-Pyrénées et donc une des forces invitantes aujourd'hui à la discussion, et Christophe Xéry, qui est directeur adjoint de l'ARP, l'association régionale de développement durable, une association qui se transforme actuellement, m'a-t-il expliqué, en société anonyme. Donc avec vous, mesdames, messieurs, on va écarter un petit peu le cercle quand même. À travers les expériences que vous pouvez avoir de la co-construction, les différents modèles déjà qui ont été déployés, puis on va essayer de sentir ensemble quels sont les problèmes qui se sont posés, enfin ce que vous avez senti en tout cas comme des problèmes. Je voudrais commencer avec Eliane. On vous voit souvent, Eliane, dans ces démarches participatives. C'est ouvert. Normalement, vous ne touchez plus parce que ça ne sonne plus, là, donc ça devrait fonctionner. On vous voit souvent à Marciac, notamment. Vous participez de manière étendue à ces discussions. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, à Marciac? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez participé aussi à un forum territorial. Pourquoi vous y allez déjà? Qu'est-ce que vous y trouvez? Alors, là, bonjour. La première fois, je crois que j'ai rencontré un espèce de professeur tournesol sous les allées, sous les platanes à Marciac, et c'était Jean-Claude Flamand, je crois que vous connaissez. C'était accrocheur ce qu'il disait, ce qu'il vendait. Et puis, j'y suis allée un petit peu, mais sans trop. Je crois que c'était Sylvie Berthier qui m'a un peu accroché. Alors pourquoi? Parce que ce que l'on a d'habitude, ce à quoi j'étais confrontée en tant que citoyenne simplement, ça manquait quand même la nourriture intellectuelle n'était pas suffisante. Il fallait quelque chose de plus costaud. Donc je pense que ça c'était une démarche et une approche qu'il y avait là. Autrement dit, le costaud me l'a amené là, sous les platanes. La deuxième chose, ça a été les cafés débats à Marciac. C'est pareil, je déambulais et puis j'ai vu une affiche. Et c'était bien intéressant. Je suis rentrée et j'en suis peu ressortie. Enfin, j'y suis rentrée très régulièrement. C'était aussi une des émanations de la mission des agrobiosciences. Et l'un arrivant dans l'autre, eh bien, il y a eu à un moment donné, comme j'intervenais assez souvent, on m'a dit, tu ne veux pas venir dans le groupe local de réflexion? Et dans ce groupe local de réflexion, il y avait des élus, il y avait des agriculteurs, il y avait des enseignants agricoles, mais il n'y avait pas de personnes qui étaient comme moi, complètement à l'ouest, quoi. C'est-à-dire absolument pas intégré professionnellement. Impliqué directement. Oui. Voilà, dans cette démarche-là. Et ça donnait, d'autres sont venus après, et ça donnait des questions comme ce maïs, pourquoi tout ce maïs, mais qu'est-ce que vous faites de tout ce maïs? Des questions bêtes, vous savez, mais nous, pas forcément. Et donc on oblige l'autre aussi à s'expliquer, finalement, à légitimer tout ce maïs. À légitimer ces démarches-là. Et moi, je comprends mieux, et l'autre comprend mieux ce que moi, je ne comprends pas. Donc, je crois que ça, c'est 2 fois, on m'a mis sous le nez, 2 fois, eh bien, il y a quelque chose qui peut t'intéresser là. Autrement dit, vous êtes venu à la rencontre des citoyens. La troisième chose, c'était le forum. Et là, c'est pareil, j'étais déjà embrigadée, donc on a dit, c'est là la tête dépasse, on l'amène et puis on voit. Je crois que c'est
Un petit peu. Et ça s'est passé pareil ici. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous mettez dans ces démarches pour vous? C'est de l'engagement personnel, citoyen, vous poursuivez un but politique au sens noble du terme, hein. Je ne parle pas forcément au sens purement électoraliste, mais voilà, qu'est-ce qui vous pousse à prendre du temps pour toutes ces démarches? Je crois que c'est la compréhension, le besoin de comprendre, le besoin d'échanger, le besoin aussi d'être confronté euh, à ce monde des chercheurs qui a eu un crédit, un chèque en blanc, un peu comme les politiques, là, qui a eu un chèque en blanc pendant longtemps. C'était les enfants, ils faisaient des études, et puis ils étaient chercheurs, on comprenait plus ce qu'ils disaient, mais on avait entièrement confiance en eux. Et puis il y a eu les poulets aux hormones, et puis il y a eu enfin, énormément de choses où on s'est dit, mais attends, on est d'accord, on les porte, et puis qu'est-ce qui revient, quoi? Qu'est-ce qui revient? Et ce qui revient, il y a des choses positives, puis il y a des choses qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas en tant que citoyen, qui ne le sont pas en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on fait? Donc ça m'a l'air important. Et ce qui m'a l'air important, c'est aussi de pouvoir vous le dire. De pouvoir vous dire, ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je crois que c'est éviter que vous soyez élevé hors sol. Et vous avez l'impression que cette parole que vous portez dans ces assemblées, dans ces réunions, dans ces discussions, est entendue? Je ne pensais pas vous mettre en difficulté, à vrai dire. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que le retour, je l'ai? Ce qu'il y a de sûr, c'est que apparemment, les gens aiment bien que je discute. Parce que je suis là. Donc, aime bien avoir Vous l'impression d'être un alibi? avoir ce regard. Un alibi, je sais pas. Je sais pas. Je suis tiraillée entre ce qui se passe à la mission des agrobiossciences, ce qui se passe ici, cette co-construction, et puis ce que me dit mon gamin, moi la société j'en veux pas, je suis tiraillée entre les deux. Donc je suis chercheuse citoyenne. Je crois que c'est comme ça. Autrement dit, peut-être que je vous apporte, mais vous m'apportez aussi. Donc si vous n'êtes pas entendu directement, il y a un apport toutefois. Ça doit être dans la co-construction. Il y a quelque chose. Il y a aussi soulever justement des fois des choses un peu difficiles. Soulever des polémiques, donc soulever des lieux où il y a un échange. Oui, dans ça, c'est évident. C'est pas un long fleuve tranquille, tout ce qui se passe, si on pouvait prendre cette image-là. Moi, je suis un petit peu le rocher qui va faire bouger un peu les choses. Je crois que ça ressemble à ça. Effectivement, il y a des tourbillons. Alors qu'il y ait des effets, oui, vous voyez bien que le sable, après, il est plus pareil. Voilà. Merci. Je voudrais qu'on passe le micro à Christophe Xiri, à l'extrémité de la table ronde. Donc pour avoir peut-être l'autre versant tout de suite, la personne qui accompagne, la structure qui accompagne ce type de processus. Vous m'avez parlé des SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, des contrats de rivière. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait comme ça rapidement des différents dispositifs qui ont pu être mis en place et comment ça s'est fait avec des objectifs différents justement? Alors, tout d'abord, si vous le permettez, je vais présenter les excuses de Gérard Poujade, le président de l'ARP. Qui devait être avec nous en fin d'après-midi. Voilà. Qui, depuis le 29 octobre, est vice-président en charge des questions du sport au Conseil régional. Et quand il avait accepté de participer aux réflexions de cette journée, il n'était pas encore vice-président. Et ses nouvelles obligations l'éloignent. Oui, chaque projet est différent. Et pourtant, à chaque fois, il y a une même attente qui est portée la plupart du temps par des collectivités élues. Collectivités élues qui, à un moment donné, considèrent que pour avoir un projet le plus viable, le plus durable, entre guillemets, possible, il faut s'associer l'ensemble des regards sur la réalité que les uns et les autres partagent. C'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure dans le film le représentant de la coopérative Calisol. Alors, les projets que nous avons accompagnés, ARP, association, et bientôt ARP, société publique locale, puisque c'est le choix qui a été fait
par 46 actionnaires publics de nous rejoindre. Cet accompagnement a porté aussi bien à destination, a été dédié principalement à des parcs naturels régionaux, du fait de la compétence régionale, à des villes, pour la création d'Agenda 21, de contrats de rivière, de SAGE, vous l'avez dit. Les Scott aussi, vous m'avez dit au téléphone. Les Scott, alors ça démarre, parce qu'avec la territorialisation du Grenelle et donc la grenélisation des Scott, on voit apparaître petit à petit chez les élus le sentiment qu'il sera utile d'associer un peu plus largement que ce que les textes ne le prévoient. Bon. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que la co-construction n'implique pas la codécision. Alors, comment faire pour à la fois effectivement inciter la participation d'un plus grand nombre à la construction des politiques, tout en donnant des mandats qui soient clairs, mandats dans lesquels la codécision n'est pas prévue. En clair, quand une collectivité veut construire son agenda 21, elle va associer une vingtaine, une trentaine de personnes, et ce groupe va proposer un ensemble d'actions. Cet ensemble d'actions, c'est au final la collectivité qui décidera ou pas de le mettre en œuvre. Alors c'est pas toujours bien compris. C'est pas toujours bien compris, et donc il y a un important travail de constitution des groupes. Je me faisais tout à l'heure la réflexion d'ailleurs que ce matin nous avions été particulièrement mauvais, collectivement j'entends, parce que si on regarde notre constitution, il y a une dame, et si on ajoute Marianne Redon qui est intervenue, on est encore très loin de la parité. Comment dire ? Proportion qui n'est pas vraie quand on regarde la salle. En vous écoutant, madame, je me suis amusé à faire un petit calcul. On est à 40 ou 60 entre les hommes et les femmes. Donc, il n'y a aucune raison de penser que vous n'ayez pas droit à autant de place que nous. Et donc, je suis prêt à laisser réflexion ma place. Justement, en regardant la liste des personnes qui parlent. Et alors, c'est le même raisonnement pour toutes les caractéristiques des uns et des autres. Quand on compose un groupe, autant d'hommes, autant de femmes, autant d'élus que pas d'élus, autant d'agriculteurs que d'industriels, et donc on peut multiplier à l'envi les critères qui vont nous amener à la constitution d'un groupe le plus représentatif et homogène, ce qui se fait très rapidement. Une fois que les gens se sont reconnus dans un groupe, ils travaillent ensemble de manière tout à fait facile. C'est ce que l'on voit dans le groupe que nous co-animons avec mon voisin de droite, Bruno Lyon, qui est le groupe projet information de la charte Écophyto. Ce groupe rassemble une diversité d'acteurs qui va des producteurs de produits phytosanitaires jusqu'aux utilisateurs, en passant par les citoyens, les associations et l'ensemble des administrations qui composent ce schéma un peu complexe que nous a présenté tout à l'heure Marianne Redon. Voilà. Dans la pratique, quelle est la démarche que vous avez accompagnée qui est la plus exemplaire, justement ? La plus je ne sais pas vous dire, parce qu'on a accompagné une cinquantaine d'Agenda 21, 4 parcs naturels régionaux, le conseil régional pour son Agenda 21, on est en train d'accompagner une commune de 1000 habitants pour son Agenda 21, c'est pas à nous qu'il faut le demander, c'est... Mais dans tous ces dossiers, il y avait ce gap, en fait, entre la co-construction et la codécision. Enfin, il y avait... Mais il y a des prises de conscience qui sont de niveau variable dans la tête des unes et des autres. Certains décideurs sont effectivement très sensibles ou ont intégré cette dimension-là. Pour d'autres, c'est très clair, il y a à un moment donné, ça a été dit, du green participatif, je ne sais plus quoi. Bon, ça existe, bien entendu. Mais nous, en tant qu'opérateurs, on n'a pas de capacité à faire bouger les lignes par rapport à ça. Je crois qu'on ne vous entend pas très bien, il faut parler plus près du micro. D'accord. Christophe. Donc, vous nous parliez de participative washing, c'est ça ? Oui, ça existe, bien entendu. Mais même si on le détecte au premier entretien avec le responsable de la collectivité ou de l'entreprise, on va pas lui dire on ne vous fait pas l'agenda 21. Parce que c'est aussi une occasion de faire évoluer les choses. Voilà.
Merci. Bruno Lyon. Quelle est la question? Bah, justement, vous êtes le représentant de l'État, pour le coup. Vous êtes à l'initiative de cette journée, donc comment c'est vu de la part, j'allais dire, d'une institution, l'État, qui aurait plutôt tendance à faire du haut vers le bas de manière un peu abrupte. Est-ce que même dans les rouages de l'État, c'est une notion, la co-construction, qui est ancrée maintenant? Non. Non, je pense pas. C'est-à-dire que moi, je suis là incognito, en fait, à la table ronde. Non, alors, plus sérieusement, il y a un vrai problème avec ces notions pour l'État, parce que c'est vrai que l'État, c'est le monde du collectif. C'est-à-dire, c'est le monde où la décision se prend dans des cadres légitimes, avec des instances légitimes, et puis des commissions, des comités. C'est ça notre vie. Et en général, des décisions, ça va être des réglementations ou des processus de financement qui vont faire basculer la situation dans un régime donné. C'est-à-dire que vous connaissez tous ces sujets, sur les nitrates par exemple, tiens, un sujet d'actualité. Bon, ben, en ce moment, quand on est sur un territoire à plus de 18 mg litres, on est avec un programme d'action. Si on est en dessous, on n'y est pas. Pourquoi? Comment? C'est de la décision, ça. Bon. Donc, moi, ce que j'ai pu expérimenter avec ce projet qu'on a mené sur Ecophyto, c'est vraiment une approche complètement différente. Pourquoi on s'est lancé dans ce projet initialement? Quand le Grenelle de l'environnement conclut à on va réduire par 2 d'ici 2018 l'utilisation des phytos, et qui met en place un plan national, je vais vous dire un peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai pris ce plan, je l'ai lu, et j'ai dit ah bon, comment? C'est-à-dire que je me suis écouté finalement dans ma compréhension du sujet, et je me suis dit je n'y crois pas. Ou en tout cas, je ne vois pas dans ce plan tel qu'il est formulé quelque chose qui va permettre de réduire par 2, qui va permettre de faire des choses, certes, mais quand on écrit réduire par 2, ça a un sens. Donc, à l'origine, je pense que, et ça c'est quelque chose d'assez profond, c'est ce que disait Madame, on est des personnes aussi. Donc on a un cerveau, on est capable de comprendre les choses, et on est capable, dans certaines situations, et notamment ces situations complexes, de se dire, est-ce que, au fond, je fais bien ce qu'il faut faire, hein? Et donc, je pense que la compréhension que des mécanismes classiques de l'action de l'État ne permettent pas forcément ce qui était dit tout à l'heure, réduire par 2, ça veut dire faire que tous les agriculteurs changent, que les gens dans les coopératives, dans les champs d'agriculture, les gens dans la distribution, les consommateurs, que tout le monde se mette tout d'un coup à changer. Par quelle magie est-ce qu'on a un policier à mettre derrière chacun pour lui dire il faut faire différemment? Et d'ailleurs, est-ce qu'on saurait quoi lui dire? Donc, à l'époque, on est parti un peu enquêter là-dessus. On s'est dit, finalement, ce travail un peu concentrique là, d'audit, d'expertise, on est allé sonder les gens pour essayer de savoir ce que avaient à nous dire sur cet objectif. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est très vite, on s'est aperçu que personne n'y croyait. Et donc, c'est un des mécanismes des processus du commun, c'est de révéler le fait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les gens, face à une situation, ne croient pas en un certain mode d'action et disent tous, il faut qu'on en invente de nouveau. Donc, moi, j'ai tendance à dire que là, on est vraiment dans l'innovation, et pour nous, État encore plus, c'est-à-dire comment arriver à réellement mettre en place des mécanismes impliquants dans lesquels les acteurs à tout niveau et jusqu'aux pratiquants des problèmes se retrouvent, s'impliquent et s'impliquent dans la durée pour vraiment faire changer les choses. Moi, la réflexion que je me fais a posteriori, c'est un champ d'innovation en termes de méthode, en termes de pratique, en termes de compétences, en termes de façon de travailler, qui est monumental. Donc moi, j'ai commencé à apercevoir un petit peu, mais par contre, qui est passionnant, parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est cette histoire d'intelligence des uns et des autres. Moi, maintenant, c'est un peu un virus aussi, ces processus du commun. Et donc, je me suis aperçu que j'ai passé toute ma vie à organiser des réunions, des commissions, des comités dont je savais à l'avance ce qu'elle allait produire.
Donc je réunissais 40 personnes dans une salle, mais de toute façon, je savais qu'à la sortie, on déciderait ça. Et on va colorier un peu. Dans les processus du commun, je passe mon temps à réunir des gens dans des salles et je ne sais pas ce qu'il va y avoir à la sortie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va sortir, par exemple. Et à chaque fois, je suis surpris de la qualité de ce qu'on produit. Donc ça veut dire que quand on met vraiment les gens dans des situations où ils expriment leur intelligence des problèmes, ce qu'ils nous apportent, c'est énorme et c'est nettement au-delà de ce qu'on pouvait exprimer avant. Et donc ça, je trouve que c'est fantastique et porteur d'optimisme en tout cas. Merci beaucoup Bruno. On va voir avec Pascal Novak, votre voisin, que cette intelligence collective, ce commun peut être mis au développement brutal, on va dire, de l'économie, si l'économie est brutale. Alors, racontez-nous l'expérience de la ferme de Figeac, ce que vous avez fait justement. Alors, si vous voulez, ferme de Figeac est à l'origine une coopérative agricole d'approvisionnement et dispose de 7 magasins gamme vert. Et dans le courant des années 2000, la question s'est posée de savoir, et 2000 c'est les prémices à vache folle, est-ce que ces magasins doivent simplement servir à distribuer de l'aliments pour chiens, des vêtements chaussants, des végétaux. Et le conseil a décidé d'ouvrir un espace produits régionaux dans un premier magasin sur Figeac, en partant du principe que ce magasin, c'est un magasin double entrée. Il est en capacité d'accueillir des agriculteurs et en capacité d'accueillir des citadins en Figeac et des ruraux dans les autres secteurs du territoire. Donc on a démarré, ça a été un peu compliqué, hein, on a forcément essuyé les pots cassés, on a démarré des produits régionaux à l'époque hein, sur un objectif de 150-200 000 euros. Voilà, et aujourd'hui on en est à un chiffre d'affaires aux produits régionaux qui approche les 3 millions, qui va les dépasser là, dans le courant de l'année 2015, avec une palette de produits qui va des produits carnés, boucherie, aux produits élaborés en passant par les produits frais. Et comment s'est passée justement l'élaboration? Avec qui vous avez discuté pour mettre ça en place? Vous m'avez expliqué ça au téléphone, ça a été un processus long. Et puis voilà. il y en a eu des réunions là, dont vous ne saviez pas ce dont il allait sortir. Il y a eu beaucoup de réunions. Il y a surtout, à un moment donné, une question qui s'est posée sur l'identification de ces produits. Parce que, évidemment, on a... Aujourd'hui, la démonstration est faite que ça marche. Simplement, on n'arrivait pas à identifier quels étaient les produits du territoire et quels étaient les produits hors territoire. Donc on s'est posé d'abord une première question en se disant est-ce qu'on est légitime, nous, ferme de Figeac, pour parler du territoire, seul? Et deuxième question, qu'est-ce qui lie ces produits sur ce territoire? Donc on est allé voir le Pays de Figeac, à qui on a proposé ces démarches. Et le Pays de Figeac a rebondi dessus en proposant l'organisation d'un séminaire sur qu'est-ce qui caractérise notre territoire. Donc c'est ouvert à l'ensemble des acteurs du territoire, sans aucune hiérarchie de quoi que ce soit. Donc les élus, les commerçants, les citoyens, les distributeurs, les consommateurs. Et de là est sorti un constat relativement intéressant qui est que d'abord on est sur un territoire de qualité. On a des produits non identifiés, mais des produits de qualité. On a une consommation qui est globalement sur des produits banalisés. On a un lien très fort entre la qualité des produits et la qualité du territoire. Et on a surtout un truc qui a profondément changé depuis 10 ans, c'est que le consommateur citoyen est de plus en plus sensible au lien entre l'achat, la valeur ajoutée que ça produit sur le territoire, et quel est l'intérêt pour le territoire de sa manière d'acheter, de son comportement d'achat. Donc, comme disait Bruno tout à l'heure, c'est l'intelligence de ce séminaire, c'est de se dire mais il y a quelque chose à faire, il faut réinventer, là. Il y a un truc à créer, il y a vraiment un pas à franchir. Entre se le dire et puis agir, après, il y a encore il y a le temps de la décision. Il y a un autre pas à franchir. Donc deuxième séminaire, où on se dit mais voilà ce qui nous rassemble, donc qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'est-ce qu'on en fait? D'abord on s'est dit il faut que tout ça participe à de la co-construction, hein, c'est le thème de la journée, et de la coopération entre les acteurs. Et finalement on a classé les acteurs du territoire en 7 familles. Alors, je vous explique tout à l'heure au téléphone le jeu des 7 familles, hein, qui vont du consommateur au producteur, en passant par la grande distribution, les mutuelles de bouche, les restaurateurs, les relais associatifs, la restauration collective. Et on s'est dit, une gouvernance, mais il faut quand même qu'on soit identifié là-dessus. Et on a créé une marque qui lie tout ce monde, alors qui s'appelle Terre de Figeac. Pourquoi? Parce que
terre liée au sol, Figeac, parce que Figeac était un lieu emblématique, et Mêlée-Gourmande. Je ne vais pas vous surprendre à Toulouse, Figeac est également un pays de rugby, donc on trouvait que le lien entre la terre, Figeac et la mêlée, ça allait bien ensemble. Donc Terre du Figeac Mêlée-Gourmande est devenue la marque emblématique de cette démarche. Et aujourd'hui, donc on en est à la 4e année d'existence de la démarche. On a mené un certain nombre d'opérations. La première a été de créer un panier Mêlée-Gourmande dans lequel les producteurs peuvent intégrer leurs produits, et ce panier est mis à disposition dans l'ensemble des campings, dans l'ensemble des sites qui accueillent du monde. Alors c'est sur du produit conservé, c'est pas sur du frais, mais là, au moins l'important c'était de mettre en place cette démarche. Et la deuxième type de démarche autour de cette valorisation des produits, c'était également d'offrir la possibilité à des producteurs qui voulaient développer dans la transformation et de la vente de proximité, d'avoir un relais en termes d'accroche et de communication. Parce que ce qui est très difficile dans le métier de la transformation et de la vente, c'est la communication. D'avoir un relais à travers Mêlée-Gourmande qui soit un très bon support et un très bon véhicule d'information. Et vous continuez à vous réunir avec les familles, avec les élus, enfin avec tous les gens qui ont participé à l'élaboration de cette aventure? Ah oui, parce que du coup, on a écrit une charte d'utilisation de la marque, et chaque entrant de la famille est coopté par sa famille, et la cooptation de la famille est proposée au collectif de cette famille. Donc la gouvernance fonctionne à plein aujourd'hui. Merci. Vous allez passer le micro à Olivier Izard, qui a 2 casquettes. Il est agriculteur et président de l'association des agriculteurs bio de l'Aveyron. On va prendre la casquette de président pour le coup, parce que vous êtes invité à ces réunions. Olivier, vous m'avez dit, vous participez à un programme d'évaluation des politiques publiques dans le cadre du réseau agriculture durable. Donc vous faites de l'évaluation. Vous avez participé aussi à l'élaboration. Vous avez été consulté en tout cas pour le plan bio. Comment on vit ça quand on est responsable d'une association d'agriculteurs bio? Alors, on vit ça déjà que ça demande beaucoup d'investissement, parce qu'il faut être... moi, j'ai fait un peu je suis allé un peu au-delà mais sûrement je vais oublier des choses. Je suis allé un peu au-delà dans le décompte des démarches participatives auxquelles on a participé. J'avais fait une synthèse. Certaines personnellement, mais bon... au niveau... donc, nous sommes une association de producteurs et de consommateurs, enfin de producteurs d'agriculture biologique et de consommateurs qui s'intéressent à l'agriculture biologique. Et donc, nous faisons partie de 2 réseaux, qui est la Fédération nationale d'agriculture biologique et la Fédération nationale des CIVAM. Voilà. Alors, par l'intermédiaire de notre réseau régional agriculture biologique, nous avons participé au plan bio. Nous participons actuellement à la révision de la réglementation européenne sur l'agriculture biologique. Nous avons participé au programme d'expérimentation en région. Nous participons actuellement aux consultations à la construction de la politique d'installation régionale. Au niveau de la Fédération nationale des CIVAM, donc moi je participe personnellement à un groupe qui travaille sur le projet agroécologique du ministère de l'Agriculture, les GIE2E, les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, les MAE, les mesures agro-environnementales. J'ai participé aussi au niveau Massif Central aux consultations sur le plan massif pour la période 2014-2020. Donc nous sommes en contact régulier avec la DATAR Massif Central aussi par rapport à des programmes que nous avons à ce sujet-là. Et j'ai participé aussi au schéma régional d'aménagement du territoire, à une réunion à Rodez, du conseil régional. Et puis j'avais participé au forum régional, au forum territorial qui a précédé cette réunion d'aujourd'hui, sans parler avec d'autres consultations, notamment avec la recherche, notamment avec Michel Duru qui est à mes côtés. Voilà, donc ça fait beaucoup d'investissements. Et donc, bon, là, c'était peut-être un peu fastidieux d'évoquer ça, mais c'est pour montrer qu'on n'est pas des professionnels de l'engagement, de la participation à tout ça. Et c'est du temps qu'on prend sur autre chose. Et en fait, même on n'arrive pas à être toujours présent sur toutes les participations. Donc, c'est un peu pour soulever la question de dire oui, on veut mobiliser les acteurs, mais est-ce qu'on réussit toujours à mobiliser les acteurs
qu'on souhaiterait mobiliser, c'est pas forcément évident, quoi. On y reviendra tout à l'heure. Et dans la journée, je pense à cette question qui est un petit peu centrale. Comment on choisit les acteurs, comment on les mobilise, comment on les fidélise après. On ne pourra pas vous nier que vous êtes un spécialiste, en tout cas, de la participation. Mais toutes ces actions auxquelles vous participez, qui sont des actions collectives, pour le coup, est-ce que c'est de la co-construction ou est-ce qu'on est dans ce que Marianne nous a montré tout à l'heure, de l'information, de la concertation, de la négociation ? Il faut faire le tri maintenant. Oui. Est-ce que vous êtes impliqué au même niveau dans toutes ces... Enfin, est-ce que votre pouvoir, en quelque sorte, votre pouvoir d'expression est au même niveau dans toutes ces démarches ? D'expression. Le pouvoir d'expression, bon, c'est pas celui qui est vraiment limité, si on veut, quoi. C'est plus au niveau des résultats qu'on peut espérer avoir, quoi, quelque part, employons des mots, de l'influence qu'on peut avoir sur les politiques publiques, quoi. On peut raisonner en termes d'influence. Moi, je pense qu'il y a des termes, là, on est beaucoup dans le compromis. Il y a aussi des questions d'influence, de conflit d'intérêts. Donc, on serait plutôt dans la négociation. Là, si on arrive à un compromis, c'est une négociation. Ça. Ben, en fait, il y a des... Moi, je dirais, il y a des implications où on a du mal à faire avancer certaines choses, notamment, par exemple, sur le plan bio. En fait, il se trouve que il y a 4 acteurs régionaux qui ont travaillé sur le plan bio, qui sont la Chambre régionale d'agriculture, Interbio, c'est-à-dire l'interprofession bio, les coopératives agricoles, et puis nous, le réseau Fédération régionale d'agriculture biologique, qui représentons les producteurs plutôt, quoi. Et donc en fait, il faut que nous présentions devant la DRAF avec des avis, des motions, quelque chose de concerté, quoi. Et c'est pas forcément... voilà. C'est pas forcément construit ensemble. Est-ce que c'est à ce stade-là que ça doit se construire, quoi? Ou est-ce que... Alors bon, je regrette apparemment... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'élus, donc ça c'est vraiment... Mais je ne sais pas s'il y en a seulement. Mais bon... oui, il y en a. Bon, alors ça va. On regrette un peu que, quelque part, il n'y ait pas aussi les élus qui se mouillent pour aller aussi chercher plus l'information dans un sens politique, quoi, de s'investir plus politiquement pour aller chercher l'information et se mouiller plus, quoi, au niveau du politique, et pas attendre qu'il y ait des motions de compromis toujours qui surgissent de groupes où il y a parfois des compromis qui arrivent à surgir, mais des fois aussi des avis contraires et qui ne sont pas forcément solubles dans la discussion. Mais si on n'arrive pas justement à une solution qui est satisfaisante pour vous ou pour les autres membres de ces groupes, justement, c'est parce que vous êtes trop centré sur le sujet, peut-être. Il manque peut-être des regards extérieurs, des gens qui vous aideraient à déporter la question. Des consommateurs, par exemple. Alors, c'est une question que je pose. Oui, moi je pense qu'il manque... Si vous discutez avec la FNAB, avec l'interprofession, etc., vous êtes tous dans le même, dans le même bain, avec des objectifs économiques qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans le même sens, parce que vous êtes sur le marché, donc vous êtes un peu en opposition les uns aux autres, même si on vous explique qu'il faut travailler ensemble. Bon, sur le plan bio, on est sur un problème un peu sectoriel, quoi, un peu, mais sur la participation des consommateurs, bon, je pense que oui, on peut avoir des consommateurs. Après, je pense, par rapport à l'expérience d'Eliane Crépel et par rapport à des choses que j'ai vues dans la vidéo, je pense aussi que dans le choix des acteurs, il y a le choix des acteurs et il y a ce qu'on leur demande d'exprimer. C'est-à-dire que certainement, on a besoin des consommateurs pour faire sortir des problématiques, des consommateurs, des citoyens en fait, parce que le consommateur c'est qu'un aspect du citoyen, quoi. Bon,
On a besoin de gens comme ça pour faire sortir des problématiques qui se posent des questions sur leur pouvoir d'achat, sur leur santé, sur leur environnement, sur tout un tas de choses. Mais l'expression de ce qu'a bien dit Eliane Krépel, quoi, que pour faire ressortir les questionnements, dire mais oui, mais pourquoi vous travaillez comme ça, on ne comprend pas et tout. Donc ça, je pense que ça marche bien, mais à un certain moment, il faut aussi mobiliser de la connaissance, mobiliser des gens qui ont des expériences. C'est-à-dire que, par exemple, donc, ce qu'on a vu dans la vidéo sur le plan éco-phyto, où on voyait un responsable de coopérative qui disait ben, « Nous, on a participé à une démarche où il y avait un certain nombre d'acteurs, et pas seulement agricoles, il y avait aussi des consommateurs, et ça a été très intéressant. » Ben, moi, je suis un peu perplexe parce que, oui, c'est très intéressant. Les consommateurs, ils vont dire ben, « Nous, on aimerait manger le moins de pesticides possible. » On aimerait aussi en respirer le moins possible quand on passe au bord des champs. Mais il faut aussi, à un moment, mobiliser des expériences de terrain qui sont au niveau agricole, au niveau de spécialistes environnementaux, enfin, je ne sais pas. Il faut aussi savoir mobiliser ça pour proposer réellement quelque chose, parce que si on ne mobilise pas de la connaissance et de l'expérience, au bout d'un moment, c'est difficile, parce que là, le consommateur qui se retrouve dans une démarche comme ça, avec des responsables de coopératives, des producteurs qui pratiquent l'agriculture, au bout d'un moment, dans la discussion, ils vont être à court, ils vont dire oui, parce que les producteurs vont dire ben, nous, on ne peut pas faire autrement que comme ça. Et là, voilà, ça va être un peu difficile. Je pense que là, voilà, c'est un peu une des limites. Voilà, je me disais, ben ouais, le responsable de coopérative, bah, finalement, il a été peut-être pas trop inquiété dans cette discussion. Sur ce fondement. Vous avez parlé de la connaissance, mobiliser la connaissance. Ça me fait une transition toute écrite. Michel Duru, donc, vous êtes chercheur agronome. Vous avez travaillé sur les prairies, vous m'avez dit. Vous vous intéressez maintenant à la transition agroécologique. Vous participez à ces programmes, à des programmes de co-construction. Là encore, avec une double casquette, vous avez un intérêt parce que vous voulez faire avancer les dossiers qui vous tiennent à cœur, puis vous êtes chercheur, donc vous regardez comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous donner les deux visions que vous avez de ces dispositifs ? Alors, ce qu'il faut dire dans la recherche, donc l'enjeu, les missions qui nous sont fixées, que ce soit je suis à l'INRA, mais que ce soit au CNRS ou ailleurs dans le monde, c'est de produire des connaissances, sachant des connaissances sur des mécanismes, mais ça peut être aussi des connaissances sur des méthodes, quoi. Et toutes ces réflexions qui sont un petit peu systémiques, on l'a vu ce matin au travers des films, donc elles doivent contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes qui soient économiques, environnementaux et de santé. Et pour ça, il y a deux grandes voies dans la recherche qui ne sont pas antinomiques. Je vais essayer, même si je suis un peu caricatural. Il y a une première voie, c'est de dire c'est par la génétique. On va trouver des plantes ou des animaux, des plantes adaptées à la sécheresse, qui mangent moins de pesticides. Et donc ça, c'est une recherche au long cours. Et là, donc il y a beaucoup de force au niveau national et international. Et il faut après du temps au laboratoire pour comprendre ces mécanismes. Et après, avec des industriels, mettre au point des semences et ainsi de suite. Et il y a l'autre voie qui est complémentaire, on pourra en débattre, c'est de dire, il y a aussi, pour résoudre ces problèmes environnementaux et avoir quand même des exploitations agricoles viables, c'est de ce qu'on appelle produire des services écosystémiques. C'est une agriculture basée sur la biodiversité, quoi. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce n'est pas de la recherche en laboratoire où, en gros, on part d'une question, d'un objectif, et puis 10 ans après ou 5 ans, on revient avec quelque chose. Ou pas. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, comme ça a été dit, et qui est un petit peu du sur-mesure. C'est-à-dire, si je crée une variété, elle va être valable pour une grande surface, une grande aire géographique. C'est du sur-mesure. Et donc, pour ça, on fait ce qu'on appelle des recherches en partenariat. Alors, ça peut prendre les différentes formes qui ont été exposées ce matin. Ça peut être de la consultation, de la co-construction. Et le partenariat, c'est travailler avec un certain nombre d'acteurs, donc des agriculteurs, mais ça peut être aussi, bien sûr, des coopératives, des organismes qui s'occupent d'application des politiques publiques, comme la DRAF, la région, pour justement mettre au point un petit peu des méthodes et les évaluer, les valider, les expérimenter. Il y a des programmes de co-construction actuellement Alors, de manière générale, dans la recherche, actuellement, en gros,
nos salaires sont payés et 20% ou 30% du coût de la recherche. Pour les 70% manquants du coût de la recherche, depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on fonctionne sur des appels à projets. Donc en gros l'Europe, l'État français, la région et puis les industriels. Alors actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ces projets, beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans quand j'ai commencé ma carrière, il est attendu un retour, si je peux me permettre, sur investissement. C'est-à-dire en gros à quoi ça va servir. Et il y a un certain nombre de projets qui vont au-delà. Par exemple, à l'INRA, on a un programme qui s'appelle PSDR, c'est pour et sur le développement régional, on pourrait dire territorial, qui est cofinancé par l'INRA, l'IRSTERA et la région. Et donc là, il y a un ancrage territorial et le côté, participatif est beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué que dans d'autres programmes. C'est constitutif de ce type de projet. Et donc nous en sommes à la 3 ou 4e vague. Et là, des projets sont en émergence sur un certain nombre de thèmes. Il y a 5 projets qui, dans la région Midi-Pyrénées, vont être soumis à une évaluation scientifique. Et j'espère qu'il y aura de nombreux élus parmi ces 5. Donc, qui vont porter sur des sujets aussi divers que ceux qu'on a abordés ce matin, la biodiversité, la pollinisation, la gestion de l'eau, les filières, l'enseignement, produire autrement, mais aussi enseigner autrement. Vous avez participé, Michel, je crois, à un ou deux forums territoriaux, si je me souviens bien. Vous en avez retiré quoi, justement? Alors là, c'est peut-être plutôt je vais peut-être plutôt vous interroger en tant qu'observateur, oui, attentif. Alors, nous avons été sollicités, nous avons participé à plusieurs, il y a eu donc 5 projets. Moi, personnellement, j'ai participé à 2. Alors, pas forcément comme spectateur, hein, c'est-à-dire qu'on était aussi, notamment, je sais qu'il y avait des ateliers, donc j'ai dû rapporter, je sais, une fois ou deux des ateliers. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la recherche, même si elle se veut systémique, même dans le domaine où je suis, si on est systémique, elle est quand même un petit peu sectorialisée. C'est-à-dire que je suis quand même c'est un ensemble de spécialistes. Donc même en taillant large dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, voire même les liens avec l'alimentation santé, chaque chercheur, même chaque collectif de chercheurs a ses propres limites. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que dans la recherche, ça peut être l'aventure, mais on peut pas, pas trop l'aventure, parce qu'on est quand même évalué sur ce qu'on produit. Donc si on est trop décalé collectivement ou individuellement de ce qu'on sait faire, c'est quand même un gâchis et on ne va rien produire. Donc il faut trouver ce compromis. Alors pour moi, les 2 conférences territoriales que j'ai participées ont été intéressantes parce que ça a ouvert le champ beaucoup plus largement que les partenaires que je rencontre habituellement. Par exemple, je ne vous aurais pas rencontré, ou des personnes de France Nature Environnement, si finalement il n'y avait pas eu les conférences territoriales. Donc concrètement, ça a permis de prendre aussi mieux la mesure du territorial que les contacts que j'ai habituellement avec les partenaires ou mes collègues ont, qu'on ne le fait habituellement. Ça permet aussi d'éclairer, juste de ce fait-là, l'étendue des compromis à faire. Parce que souvent, on reste un petit peu dans le système. On dit, par exemple, nous, on s'intéresse à la production, l'environnement. Je m'intéresse aussi personnellement à tout ce qui est nutrition santé. Mais par rapport à ce qui est social dans le domaine rural, c'est quelque chose qui est diffus, qui est mal connu. Bon, voilà, j'ai capté un certain nombre d'idées que j'espère qu'on engramme et qui pourront servir après quand on commencera la réalisation de ces programmes. Sur la question purement formelle, là pour le coup, ça vous semble efficace justement ces réunions avec des groupes de travail? On va rentrer dans la 2e phase de notre discussion, là, on va essayer de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de votre point de vue, de votre expérience. Oui. Alors, je dis, il en faut, mais point trop non plus. Enfin, ce qui est important, c'est de travailler dans la durée, parce que aller à une conférence comme ça dans un endroit et puis repartir, c'est pas forcément très fructueux pour tout le monde. Par contre, dans la recherche, on crée des dispositifs de longue durée, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dans des terrains pour 5 ans, 10 ans par exemple. Et ce qui est très important, c'est la capitalisation de ce qui se fait, quoi. Et par exemple, personnellement, avec un collectif, je travaille dans la vallée de l'Aveyron. Il y a eu une conférence territoriale. J'avais été acteur pour choisir ce lieu qui était Villefranche-de-Roi, qui était la première. Eh bien, donc on va continuer. On a un projet justement qui s'intéresse sur la totalité de ce territoire à la transition agroécologique d'agriculture. Et donc on est parti sur des projets à 5 ans. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Et ça, ce qu'il faut voir, c'est en train de se multiplier au niveau de Midi-Pyrénées. Avec le CNRS, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle une zone atelier, qui aura plusieurs sites. Par exemple, il y aura les coteaux de Gascogne, il y aura vraisemblablement la zone dont je parle. Et là, ça va être des investissements lourds
où on va élargir le collectif de recherche et on va s'inscrire dans la durée pour 5, 10, 15 ans. Et donc les conférences qui ont eu lieu sur ces différents sites sont un moyen de capter de l'information qui vont permettre d'initier ou d'enrichir ces dispositifs. Et je fais le pari qu'il serait sur des zones bien circonscrites, sur ces espaces, qu'il y ait d'autres conférences justement pour prendre du recul par rapport à ces recherches qui seront faites sur ces zones ateliers. Donc avoir une pérennité dans le temps des dispositifs et des réflexions. Bruno Lyon veut parler. Et après Christophe Xéry. Un petit complément là-dessus, parce que ça c'est un point important. Je pense que on le pressent et ça a été dit, un des gros dangers de tous ces processus, c'est qu'ils ne durent pas, qu'ils ne produisent pas, que les gens n'aient pas un retour de leur investissement. C'est un peu ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire qu'on nous sollicite de partout, on vient, on parle et puis on ne sait pas ce qui se passe. Ou au fond, où ça s'arrête, ça ne produit pas de changement effectif. Alors moi, ce que j'ai compris dans cette affaire, c'est que il faut des méthodes très rigoureuses. C'est-à-dire qu'au fond, ça pose plein de questions de faire travailler des gens. Ça pose déjà, la première question, c'est qui, comment on les sélectionne, ce que vous avez dit là, comment on met autour, s'il faut mettre 15 personnes autour de la table, comment on les choisit, dans quel équilibre, selon quel processus. Après, il y a énormément de questions sur la façon de travailler, comment on va se fixer les objectifs, parce que co-construire, ça veut dire mettre tout le monde à égalité par rapport à l'objectif de travailler ensemble, le définir. Donc, méthodologiquement, c'est un sujet qui fait l'objet de thèses, de réflexions dans tous les sens. C'est énorme. Et moi, pour l'avoir expérimenté sur un processus éco-phyto, je peux vous dire que la conception stratégique du processus, ça prend énormément de temps et il faut y investir beaucoup. Deuxièmement, malgré ça, moi, je sais que j'ai failli sur ce processus. C'est que dans toute la communauté d'acteurs qu'on a mobilisés sur les thématiques, il y a des moments où on s'est planté. Donc on a perdu des acteurs en route. On sait qu'il y a certains sujets qu'on avait commencé à apporter, et puis faute d'énergie, faute de tout ce qu'il faut, peut-être de sérieux dans le pilotage, j'en sais rien, il y a des choses qui n'ont pas marché. Par contre, il y a des choses qui marchent très bien. Donc il y a aussi la question que tout ça, c'est très fragile, et que ça dépend vraiment de la dynamique qu'on y met, mais aussi que les gens vous apportent. Parce qu'on lutte à contre-courant finalement par rapport à des choses, on l'a dit, le collectif c'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus facile à mettre en œuvre. Là il faut ramer tout le temps dans le bateau. Donc j'attire l'attention sur le fait que la question des méthodes, des processus de travail, c'est vraiment un sujet énorme et sur lequel on a tous à apprendre, à partager, parce que personne n'a la vérité absolue. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, cet après-midi. Christophe voulait parler, et puis ensuite Eliane. Merci. Le micro bien devant la bouche. Alors sur le temps, en fait, chacun voit midi à sa porte. Si on prend le temps d'un élu de collectivité, c'est le temps de son mandat. Alors ça fait sourire, j'entends, mais les élus le sont sur la base d'un programme d'engagement qu'ils prennent devant la population qui les élit. Et donc, il est légitime qu'il y ait le besoin de produire pendant le temps du mandat. Et donc, il y a une complexité à relier des décisions qui engagent des fois bien au-delà du mandat et la tentation de vouloir faire vite. Faire vite, c'est la dictature. La question se pose, est-ce que l'intérêt collectif est compatible avec la durée du mandat, finalement? Oui. Alors, on peut la poser comme ça, ce qui peut aussi conduire à ne jamais rien décider. À ce moment-là, on entre dans un autre processus qui est un processus de crise fondamentale. Et je voulais en venir à ce point, justement. C'est-à-dire que co-construire, ce n'est pas ne pas agir. Quelqu'un tout à l'heure a dit « personne ne peut agir seul ». Et alors moi j'ai complété la phrase « personne ne peut agir seul, mais chacun peut agir à son niveau et avec les autres ». Parce que si la co-construction ou la participation ont pour objectif de bloquer toutes les initiatives, on est planté. Je crois que quand on voit le schéma tout à l'heure
avec la personne qui voyait cette boule noire et une espèce de tissu. Ce que j'aurais appelé le petit bout de la lorgnette. Le petit bout de la lorgnette, merci. Bon, il serait tenté de se dire, bon, mais moi je fais rien. C'est tellement complexe que je fais rien. Et je pense le contraire. Je pense que déjà, dans la petite lorgnette, on voit qu'il y a de la complexité. Et cette complexité-là, qui est liée à notre individualité, on peut déjà la traiter. Et donc je pense que la co-construction, c'est aussi accepter et motiver à l'engagement. Madame en est un exemple, d'autres personnes autour de cette table rectangulaire en sont des exemples. Voilà. Mais surtout, ne pas brider l'initiative. Alors qu'après l'initiative rentre dans un processus, dans un projet collectif, et que ça soit cohérent, ça c'est important. Mais surtout ne pas brider l'initiative. Merci Christophe. Alors on va refaire revenir le micro pour Eliane, puis on va essayer d'accélérer un petit peu. J'ai encore une question à vous poser, puis après, j'imagine que vous avez aussi des mots à nous dire. Donc Eliane. Oui, on n'a pas été bon. Et alors, on s'en fiche, on a le droit. On a droit à l'échec, on a droit à se tromper. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, l'approche que vous aviez par rapport justement au phyto... Écophyto, Écophyto, le plan voilà. Écophyto. Cette approche, elle doit pouvoir aussi se faire sur d'autres domaines. Par exemple, d'autres domaines que l'agriculture. Est-ce que dans mon territoire, il y a un fabricant de chaussures? Et comment arriver à faire en sorte que dans mon territoire, cette entreprise continue à travailler? Est-ce que dans mon territoire, il y a un fabricant de couteaux? La guillole, on l'a. Comment faire en sorte que ça continue? Donc cette démarche que vous avez initiée, moi je pense qu'elle peut être décuplée sur d'autres domaines. Je tourne ma page. Alors, c'était pour vous. Michel Duruy, vous êtes visé là, attention. Hein. Vous dites qu'il y a des projets qui sont initiés ou demandés dans les 60% qui restent là par rapport aux finances. Il y a l'État demande et commande des projets des entrepreneurs ou autres. Est-ce que là, on ne peut pas imaginer qu'il y a un tout petit côté, un petit placard à côté où, eh bien, ça peut être un engagement citoyen qui vous saisit? Autrement dit, un regroupement de citoyens qui vous demande on voudrait que vous étudiez ce projet. Est-ce que ça peut se faire? C'est bien, Eliane fait les questions à ma place. C'est très confortable finalement ce matin. Et après, se recentrer sur ce que l'on sait faire, et bien moi, ce que je sais faire, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Michel, rapidement. Être saisi par les citoyens. C'est tout à fait possible. Alors, je dirais, en théorie, alors je dirais c'est plus facile en fin de carrière qu'en début de carrière. Parce qu'il y a un tempo qui est bien les enjeux. serré. Après, je regrette un exemple qui est personnel, je ne voudrais pas généraliser, mais j'en profite comme de cette tribune pour dire que, donc quand même, on a comme des directives, qu'on a des missions et des champs de recherche pour éviter des recouvrements entre unités de recherche. Donc c'est réparti sur le territoire. Mais par exemple, en tant que citoyen, avec une casquette chercheur, je me suis intéressé depuis 4-5 ans quelque chose qui n'est pas programmé dans la recherche, qui n'est pas programmé pour nos missions. Je me suis intéressé aux qualités des produits animaux et végétaux en lien avec l'alimentation. C'est un petit peu mon job. Et j'ai fait toute une étude justement sur les filières, donc j'ai fait ça en extra, mais ça demande des petits financements parce que ça a des impacts santé. En gros, vous avez l'alimentation à l'herbe, vous avez un bon rapport oméga 3, oméga 6. Quand c'est maïs soja, c'est moins bon. Et donc il y a plusieurs voies pour corriger ça. Donc finalement, on a toute liberté. À partir du moment où le temps de travail, on ne le compte pas. Donc on peut trouver de l'argent pour faire des choses comme ça. Et donc là, c'est une initiative personnelle. Mais s'il y a des questions comme ça, où il y a une question qui fait tilt chez un chercheur, qui vient de vous, je dis pourquoi pas, mais c'est plus facile quand on a un certain âge que quand on est jeune, parce qu'on est très bridé quand on est jeune. Donc vous cherchez sur les réseaux professionnels les chercheurs de plus de 50 ans. Voilà. Michel, gardez le micro. J'ai 2 questions que je vous pose à tous, et puis vous essayez d'y répondre rapidement, parce qu'après on va parler avec la salle. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça fonctionne? 2-3 idées, si vous avez. Voilà, des choses qui sont nées de votre expérience, des problèmes auxquels vous avez été en but dans ces processus de co-construction. Et est-ce que c'est applicable, c'est un petit peu la question d'Eliane, est-ce que c'est applicable à tous les sujets et à tous les moments?
Michel. Alors, moi, je vais répondre du point de vue de la recherche. Je n'ai pas la prétention de dire qu'est-ce qu'il faudrait que fassent les autres. En tout cas, pour les recherches, j'ai quand même quelques idées de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, en un mot, je répète ce que j'ai dit au tout début pour faire la transition. Quand il y a des recherches qui sont, par nature constitutives, fortement ancrées sur le territoire, ou quand des chercheurs affichent vouloir travailler pour le bien-être des territoires, avec les composantes économiques, environnementales et sociales, il ne faut pas que ça en reste là. Il faut qu'il y ait derrière, il y ait une réflexion qu'on peut formuler de la manière suivante. Pour quelles agricultures travaillons-nous? Il peut y avoir des S. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que cette réflexion, qui devrait être incontournable dans la recherche, souvent, elle n'est pas faite. Et moi, le premier, jusqu'à il y a quelques années, je ne l'ai pas fait. J'en ai fait l'économie. Je travaillais sur la montagne, extensif, donc j'avais bonne conscience, quoi. Et finalement, maintenant, je suis convaincu que cette réflexion est incontournable. Et au niveau du Centre INRA de Toulouse, je m'emploie à faire cette animation, parce que j'ai une casquette aussi Centre INRA de Toulouse, et pour que, en invitant chaque laboratoire à faire cette réflexion. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça permet d'avoir une certaine humilité, parce que les genres de recherche, on commence l'exposer, il y a la faim dans le monde, il y a le changement climatique, donc je travaille sur la 4e feuille de telle plante. Il y en a ras-le-bol d'entendre ça ou lire ça dans les publications. Ces raccourcis sont insupportables. Donc je ne mets pas en cause les recherches qui sont faites, mais il faut beaucoup d'humilité et bien circonscrire ce qu'on fait, sachant que ce qu'on fait, il faut être très modeste, ça ne va pas permettre de résoudre tous les problèmes. Mais le fait de bien le circonscrire, ça fait avancer la réflexion au sein de la recherche et pour la communication. Ça ne sert à rien de partir des grands enjeux si après ça accouche d'une souris. Il faut vraiment, vraiment faire cette réflexion au niveau des chercheurs. Donc Michel a voté pour la co-construction dans la recherche. Olivier, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il a dans les processus auxquels vous participez là? Qu'est-ce qui manque et est-ce qu'on peut faire ça avec tout? Moi, je dirais que c'est justement, il faut un peu avoir une réflexion sur le champ des décisions sur lesquelles on souhaite appliquer ces méthodes et comment on souhaite les appliquer. Bon, moi, je vais un peu me répéter, mais moi, je pense qu'il manque surtout un engagement des politiques, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, moi, je pense que c'est un peu gentil tout ça, quoi. C'est un peu, voilà, on est dans le compromis, on est dans le. Moi, sur la diapositive, il y avait la diapositive commun. Collectif commun. Hein, Collectif commun, ouais. Il y avait la diapositive commun. Je ne sais pas si on peut la revoir, mais enfin bon, ou s'il y en a, si vous l'avez en tête. Moi, je me disais que dans cette diapositive, un lobby bien organisé, comme dans certains domaines, ça serait la finance, dans d'autres domaines, ça serait l'UIPP, défenseur des produits phytosanitaires, etc. Un lobby bien organisé dans une diapositive comme ça, enfin bon, je fais des raccourcis d'image, quoi. Il pourrait avoir une certaine efficacité quand même. Donc si à un certain moment le politique ne vient pas dans le jeu, n'intervient pas pour faire développer la parole de certains acteurs et aussi représenter la parole des acteurs qui ne sont pas là, aider les acteurs qui sont là mais qui ne savent pas mobiliser les connaissances nécessaires pour défendre leurs intérêts sur ce sujet. Voilà, donc je pense que c'est un peu... Moi, c'est un peu là-dessus que je souhaiterais... Donc vous prenez un retour à une représentativité, les durs, sur la représentativité forte du politique, en fait, dans ces instances. C'est-à-dire que la consultation, la construction, enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes à ce niveau-là, quoi. Mais il ne faut pas que le politique se décharge là-dessus en disant... Bon, mais voilà, cette politique, elle est issue des tables rondes, des séminaires que nous avons organisés, des forums. Et voilà, bon, on ne peut pas vraiment la critiquer. On a réuni tous les acteurs sur le sujet. Maintenant, c'est ça qui en est sorti. Ne nous reprochez pas de ne pas avoir pris l'avis de tout le monde en compte. Je pense que c'est un peu le fameux participating washing. Réducteur, voilà. Quant à l'irréductible liberté d'action des acteurs dont il a été
ça a été évoqué aussi par Marianne Redon. Je pense qu'à un moment, dans la politique, il y a des choix à faire et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, etc. Bon, voilà, sur la liberté, effectivement, on ne peut pas faire agir les gens que sous la contrainte, mais bon, il y a aussi, voilà, tout dans le compromis, ça peut atteindre ses limites aussi. Voilà. Moi, ma contrainte, là, c'est la pendule. Donc, vous allez passer le micro à Pascal. C'est plutôt une réussite ce que vous avez fait. Alors, il y a des trucs que vous avez ratés dans cette démarche? Alors, je voulais d'abord répondre à la deuxième question, Ouais. si vous permettez. Donc, est-ce qu'on peut faire ça avec tout? En ce qui nous concerne, il y aura eu un avant et un après Terre de Figeac, Mêlée Gourmande. Ce que je vous ai présenté là, on est dans le commun, on n'est pas dans le collectif. L'avant-l'après, ça veut dire que finalement, on a appris une méthode de travail. C'est un rôle très pédagogique sur le territoire. Ça nous a obligés à travailler ensemble. Ce qui est très surprenant, c'est que dans le groupe sur lequel on travaille, moi j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer ces personnages, de faire la fête avec eux, on se connaît, on s'apprécie, mais on ne travaillait pas ensemble. Donc on se connaissait par métier, on n'avait pas l'idée de tiens, qu'est-ce qu'on va construire ensemble. 2 ou 3 exemples depuis. On est en train de monter une activité de traiteur avec la PUI de Figeac. Les gens avec qui on travaille, vous savez très bien. Ils travaillent pour nous, ils nous font des plats cuisinés, on les diffuse dans les magasins, et l'affichage en magasin, c'est préparé par les gens de la PUI. On a créé un groupe, les Passeuses de goût, dont l'affinité, c'est de transmettre des recettes locales à des personnes qui ne sont pas forcément issues du territoire, des savoir-faire, ainsi de suite. On a créé un groupe qui s'appelle le Grille des éleveurs. Le Grille des éleveurs, 20-25 éleveurs vont animer des soirées dans lesquelles ils font déguster leurs produits. C'est payant évidemment, mais vont animer des soirées. Alors ça va de l'Assemblée générale de l'association en passant par des mariages, des fêtes du village, n'importe quoi. Mais ça anime le territoire. Ce qu'on a peut-être raté, c'est que on n'est pas allé chercher des gens nouveaux arrivant sur le territoire pour lesquels on manque de moyens d'appréhension, de prise en contact. Donc on est en train de réfléchir à autre chose. Est-ce qu'on n'a pas